cette conférence qui s'intitule, comme vous le savez, « Comment être la petite fille de Georges Bratianou » porte sur un sujet qui se trouve en quelque sorte au cœur de la problématique de notre association, et notamment de savoir comment et quoi faire pour la transmission de la mémoire. Et la façon dont Marie-Hélène Fabre-Bratianou a abordé ce devoir, parce qu'elle affirme que c'est désormais un devoir, qu'elle a vu comme ça, c'est quelque chose de particulièrement beau. Marie-Hélène est peintre, diplômée de l'école des Beaux-Arts et de l'école du Louvre, et c'est quelqu'un qui a une activité dans ce domaine prodigieuse. Elle expose dans les différentes galeries d'art et centres d'art en France et à l'étranger. Marie-Hélène Fabre-Bratianou est la descendante de cette célèbre famille roumaine qui a joué un rôle tout à fait éminent dans la création de la Roumanie moderne. Et c'est une chose qui doit être soulignée, vu qu'on se trouve à la veille du centenaire de la Grande Roumanie, donc cette Grande Roumanie qui doit beaucoup à la famille Bratianou. Marie-Hélène est la fille de Ioana, sœur elle-même de Maria Bratianou, qui est un des deux membres d'honneur de notre association. Donc on est extrêmement honoré que Marie-Hélène, depuis 2 ans, est elle-même membre de notre association. Elle a créé également, elle a fondé à Paris, il y a 1 an et quelques, l'association culturelle Georges Bratianou, qui a pour but faire connaître l'œuvre de son grand-père et également promouvoir des relations culturelles franco-roumaines. Je me suis émue d'être là et de vous parler cet après-midi. C'était plutôt une place que je laissais à ma mère pendant des longues années. Et cette part roumaine ne m'appartenait pas vraiment. Donc pour moi, vous voyez, je suis un peu intimidée. C'est pourquoi j'ai écrit cette conférence. Je vais essayer de ne pas être trop ennuyeuse et j'espère qu'à un moment donné, je vais avoir le courage de lâcher le texte. Voilà, donc je commençais tout de suite par vous montrer 2 portraits de mon grand-père, un photographié et l'autre peint, tout de suite pour vous dire, et vous le verrez de temps en temps, que j'ai fait pendant quelques années un travail qui ne ressemble pas beaucoup à ce que je fais d'habitude, mais qui m'a néanmoins intéressée. J'ai fait un travail sur les archives familiales que j'ai trouvées, et j'en ai fait un petit film, voilà, et également des tableaux. Voilà. Donc là, c'est un portrait, le morceau d'un tableau où il y a le portrait de mon grand-père. Donc je m'interroge depuis la mort de maman sur mon devoir de transmission. Et donc d'abord, que dois-je transmettre? Quel est mon héritage? Georges Bratianou est un homme à plusieurs facettes. C'est un historien, un homme politique et l'héritier d'un grand nom. Il est mort à Sziget en 1953 après 3 ans de détention. Il avait été arrêté de nuit à son domicile, sans procès. Depuis 2 ans, il était surveillé nuit et jour chez lui avec l'interdiction d'exercer ses fonctions d'enseignant et de directeur à l'Institut Yorga, l'histoire universelle de l'Institut Yorga, l'histoire universelle à Bucarest. Ses enfants, alors en France, ont appris sa mort, d'abord par des rumeurs qui ont duré plusieurs mois, puis par un papier officiel assez laconique. Si j'ose dire, cette mort est déjà un héritage. À cause de sa violence, il est certain que Georges Bratianou a subi des tortures. À cause de son mystère, personne ne sait de quoi ni quand il est mort exactement. À cause de sa substitution, le corps restitué à la famille en 1965 pour être enterré dans le caveau familial n'est pas le corps de Georges Bratianou. Pour toutes ces raisons, la mort physique de mon grand-père est un traumatisme encore présent. Je ne veux pas dire que je sois particulièrement malheureuse, au contraire,
Moi, qui ai aujourd'hui l'âge de mon grand-père quand il est mort, je peux dire que je garde la conscience aiguë de ma chance de vivre en paix. Cependant, je ne vous cacherai pas que mes relations avec maman n'ont jamais été tout à fait normales, si tant est que des relations mère-fille puissent l'être. En janvier 1944, mes grands-parents avaient envoyé leurs 3 enfants en Suisse afin de leur éviter un destin qu'ils savaient sombre. Ma mère avait 14 ans, elle n'a jamais revu son père. Elle a fait sa vie en France, mais à 60 ans, en 1990, elle est retournée dans son pays pour y passer la moitié du temps de ses 20 dernières années. Car son pays, en dépit de toutes les années passées en Suisse puis en France, est toujours resté la Roumanie. En un sens, cette histoire ressemble beaucoup à des histoires de famille marquées par l'exil et par la guerre. Mais les Bratiano ne sont pas une famille banale, et le destin de Georges Bratiano n'est pas n'importe quel destin. Georges Bratiano est né en 1898 à Iași. Il est le fils unique de Ionel Bratiano. Le mariage de ses parents est déjà une histoire en soi. Marie Mourouzi, sa mère, était la veuve de Alexandre Cuza, fils. Elle l'a rencontré à la trentaine, Ionel Bratiano, à Ruginoasa. Peu de temps après, elle comprend qu'elle est enceinte. Ses frères forcent Bratiano à régler l'affaire honorablement. Le mariage ou la mort. Bratiano choisit le mariage, mais avec un divorce dès que l'enfant sera né. Marie ne se remariera jamais. Ionel, oui, se marie avec Elisa Stirbey, dont il n'aura pas d'enfant. Quand Georges a une dizaine d'années, son père demande à le connaître. Et c'est à ce moment-là seulement que s'établit leur relation père-fils. La réaction assez cavalière de Ionel Bratiano vis-à-vis de Marie Mourouzi, Cuza, a probablement quelques explications du côté de la politique. Les Mourouzi sont des princes fanariotes, et la famille Cuza a marqué les débuts de l'État roumain, puisque le beau-père de Marie fut le dirigeant de la première union des provinces roumaines, la Valachie et la Moldavie. Ces deux noms rapprochaient Bratiano d'une tendance différente de ses engagements politiques et de ceux de son propre père. Les Bratiano sont des boyards de Valachie, mais ils ont opté pour des positions plus radicales, inspirées par la révolution de 1848, où les Bratiano suivent leurs études. Ils vont adapter les nouvelles idées libérales et nationalistes dans leur pays, en réduisant le pouvoir des grandes familles princières locales. Ainsi, Georges Bratiano porte, dès sa naissance, comme un héros de tragédie grecque, l'histoire de son pays. Je fais le parallèle car j'ai étudié de près le personnage d'Édipe chez Sophocle. Bien entendu, il y a d'innombrables différences. Mais je me demande si dans sa décision de rester en Roumanie après 1947, malgré l'invitation de la Sorbonne qui lui offrait un poste lui permettant de s'exiler la tête haute, il n'a pas pensé à cet attachement fatal, je dirais viscéral, au sens propre, à son pays. Je me demande si son sacrifice conscient ne s'explique pas par sa part antique. Je ne parle pas par hasard de sacrifice. Ce mot est revenu souvent dans la bouche de ma mère. Pour être exacte, elle parlait plutôt de martyr, ce qui le rattacherait davantage à une attitude chrétienne. Mais moi, totalement française, je crois comprendre qu'en Roumanie, les deux traditions antiques et chrétiennes sont beaucoup plus mélangées qu'en France. Je vous laisse ouverte cette question. Française, donc, j'ai découvert la Roumanie en 1991. Mais c'est surtout après 2009, date de la mort de ma mère, que j'ai vraiment eu des liens avec ce pays et avec les écrits de mon grand-père. En particulier son dernier livre, L'organisation de la paix dans l'histoire universelle. Il m'a fait comprendre à quel point il s'agissait d'un esprit exceptionnel. Le livre, inachevé, a été composé à partir de ses cours à l'université et à l'école de guerre de Bucarest, qu'il a donné entre 1943 et 1947, date à laquelle il lui a été interdit de professer. Sa dernière recherche d'historien concerne la paix, alors que la guerre incendiait la planète et que lui-même combattait comme soldat
Tes articles sur les traditions roumaines et son livre Une énigme et un miracle, le peuple roumain, publié en 1937, le rattache à un courant identitaire propre à la tradition libérale issue de la seconde révolution française de 1848, avec l'éveil des nationalités. Entre les deux guerres, soit à l'époque où Georges Bratiano écrit sur son pays, l'État roumain est à son apogée. La Grande Roumanie s'étend de Balchik au Dniestre. On sait quel rôle son propre père a joué après la Première Guerre mondiale pour obtenir ses frontières. Mon propos n'est pas de raviver un débat sur ses limites, mais de prendre conscience de l'engagement de l'historien dans son temps et des résonances entre son histoire filiale et l'histoire avec un grand H de son pays. Dans le grand puzzle des Balkans, la notion de peuple ne peut pas être vécue de la même façon qu'en France. Ici, nous avons beau nous revendiquer des Gaulois, les guerres de la France médiévale et renaissante montrent que les Français ont eu quelques difficultés à se reconnaître comme un seul peuple. Il a fallu 2 siècles de monarchie absolue et 2 révolutions, j'ai dit 1848 et 1789, pour parvenir à donner naissance aux Français. L'État a précédé le peuple. Les Roumains parlent une langue curieusement rattachée à une conquête romaine éphémère dans une région apparemment loin du bassin méditerranéen. Ils bougent au gré des transhumances, tantôt dans les plaines fertiles, tantôt dans les montagnes sauvages des Balkans, selon les saisons et les vagues d'invasion. Pendant plusieurs siècles, ils vivent sur les marches de 3 empires, le turc, l'autrichien et le russe. La Roumanie est un pays où les villages ont des plans allemands, avec des paysans qui usent une grammaire latine, portent des chapeaux slaves et mangent des boulettes turques. Malgré une très grande majorité orthodoxe, elle regroupe une trentaine de communautés religieuses. Et lorsque je parle à des Roumains, ils me disent « vous en Occident ». Donc le peuple roumain a précédé de longtemps l'État roumain. Ce sont pourtant ces écrits sur la mer Noire qui vont assurer à Georges Bratiano une reconnaissance internationale. Ce carrefour des grandes civilisations mondiales est aujourd'hui encore l'enjeu des conflits. La Crimée en est un exemple. Or, les questions stratégiques et économiques qui se posent actuellement dans cette zone se posent déjà dans l'Antiquité et le Moyen-Âge. J'espère un jour réussir à susciter un débat avec des personnes beaucoup plus compétentes que moi sur ce vaste sujet. Donc si, effectivement, Georges Bratiano est un historien qui est incontesté, il a également été reconnu et son œuvre a été rééditée, y compris pendant la période communiste, à la fin. En revanche, quand on parle de l'homme politique, c'est un petit peu plus controversé. On me dit, Georges Bratiano, ce grand savant, mais l'homme politique est plus effacé que ses ancêtres. Ou bien ses jugements sont moins sûrs. Bref, sa carrière a été moins brillante. J'ai très peu de témoignages de sa vie politique, sinon quelques souvenirs de ma mère et surtout le compte-rendu d'un débat célèbre qui fait suite à son voyage en décembre 1934 à Rome et à Berlin. J'ai relu son discours une bonne dizaine de fois en cherchant à me documenter sur cette période extrêmement trouble. Début 1935, Georges Bratiano va donc tenir au Parlement un discours où il va poser quelques questions. Je le cite. « Depuis quelques semaines, il est question, avec toujours plus d'insistance dans la presse étrangère, d'un nouveau pacte entre la Roumanie et l'URSS, complété par une convention militaire qui ouvrirait, dans certaines éventualités, nos frontières du Nord-Est au passage des armées soviétiques. On dit également que cette entente aurait pour but de mieux assurer nos frontières occidentales au révisionnisme hongrois. Afin de ne pas nous trouver, comme en d'autres occasions, devant un fait accompli, j'ai l'honneur de demander à Monsieur le ministre des Affaires étrangères s'il est vrai que l'on négocie une convention à cet effet et si elle est compatible avec nos alliances mutuelles et avec la sécurité du pays à l'avenir. Un peu plus loin, on m'a demandé
S'il était admissible de croire à de pareils bruits, sans interroger directement le ministre des Affaires étrangères, sans profiter, je cite la phrase, sans profiter des relations personnelles que ce ministre a su se créer par l'application stricte des règles de courtoisie envers tous les chefs de parti. Profiter des relations personnelles? Messieurs, je n'insisterai pas sur cette tournure de phrase qui m'a semblé fort étrange dans une discussion politique et surtout dans une discussion de politique étrangère. Je ne vous rappellerai qu'un seul fait, ces relations personnelles que le ministre a su entretenir avec tous les chefs de parti ne l'ont pas empêché l'année dernière de nous mettre devant un fait accompli. Je cite encore Georges Bratiano un peu plus loin. C'est justement parce que je tiens compte de ces réalités, de cette expérience, parce que je désire une détente dans nos rapports avec les voisins de l'Est, mais une détente fondée sur la sincérité et non sur l'équivoque. Pour avoir osé soutenir ce point de vue, j'ai été qualifié d'hitlériste, d'adversaire déclaré de tout notre système d'alliance, et que sais-je encore. Il semble qu'il ne soit plus possible en Roumanie de distinguer l'alliance de l'asservissement. J'ai été heureux de constater qu'en France, on n'a pas la même conception. Mais encore faut-il montrer à nos alliés quels sont nos vrais sentiments de l'opinion roumaine. La tâche est assurément ingrate, mais il faut que quelques-uns s'en chargent, et je l'ai accepté. Vous allez peut-être penser que je suis subjective, mais moi, ici, quand je lis ce discours d'un homme, je lis les paroles d'un homme courageux, clairvoyant, exigeant, qui n'a rien à envier à ses ancêtres. À Bucarest, à cette époque-là, les personnalités politiques sont assassinées pour un oui et pour un non. Je suis une fois encore obligée de mélanger plusieurs niveaux de l'histoire pour comprendre ce qui s'est passé aussi à ce moment-là pour Georges Bratiano. Il est député dans le Parti libéral. Puis dans le cadre d'une scission, suite à un désaccord politique entre lui et le chef du parti, qui est aussi son oncle. Le roi Carol II lui a proposé plusieurs fois des postes ministériels qu'il a refusés. L'invitation du troisième roi de Roumanie, je sais que formellement il est le quatrième parce que son fils l'avait été, mais enfin on va faire ça, ne fait que répéter celle de ses deux prédécesseurs qui eurent respectivement comme Premier ministre le grand-père et le père de Georges Bratiano. Peut-être que Georges refuse parce qu'il est profondément attaché à un régime parlementaire, alors que le roi Carol est antidémocrate. Ils sont néanmoins amis. C'est donc logiquement que Carol II demande à Georges Bratiano une mission de confiance auprès de Hitler et Mussolini. Les forces de l'Axe ne sont pas encore réunies, mais les rumeurs de guerre sont importantes. Or, Bratiano parlait parfaitement l'allemand et l'italien et devait se rendre à Berlin pour un séminaire d'histoire sur les relations entre son grand-père et Bismarck. En décembre 1934, Georges Bratiano rencontre Hitler. Hitler promet que l'Allemagne n'a aucune raison d'attaquer la Roumanie et encore moins d'aller contre ses intérêts. Et Georges Bratiano le croit. Il a dans sa poche les entretiens de son grand-père avec Bismarck. L'historien et le fils aveuglent le politicien. Georges a alors 36 ans. Il est marié avec Hélène Sturza. Ils ont 3 enfants. Maria, née en 1928, et les jumeaux Yon et Ileana, nés en 1929. Leur mariage a probablement été arrangé. Ce que son père n'a pas voulu faire en se mariant avec une famille princière, lui l'a accepté. Enfin, encore que les Sturbeil, c'était pas mal, non? Oui, peut-être. Enfin, pas avec les Maurice. Hélène est une des filles de Grégoire Sturza. Elle n'a pas de fortune, car son père a dilapidé tous ses biens entre le jeu et l'inconscience, mais elle a reçu une bonne culture française et elle a une immense énergie. Elle est profondément attachée au monde traditionnel de l'aristocratie. Elle aime s'occuper de leurs 2 exploitations agricoles, monter à cheval, danser et provoquer quelques vieilles babas au guidon de sa moto. J'ai redécouvert ses mémoires inachevées après la mort de sa fille, donc ma mère. Ma grand-mère me les avait léguées. Elle-même de mère française et ayant grandi en Normandie et en Sologne, Hélène écrivait en français. Autant Georges écrit sur son temps en érudit d'un point de vue qui embrasse le monde,
autant Hélène observe ce qui l'entoure, son enfance, son mariage, ses années de prison. On me dira que l'un écrit en homme de science et l'autre écrit pour elle-même. Mais je crois que la différence dépasse ce constat. En fait, à travers les photos, je vais vous en montrer quelques-unes. Ma grand-mère a amené plein d'albums. C'est drôle parce que longtemps je me suis demandé mais pourquoi elle s'est chargée alors qu'elle avait 3 valises en 58. Elle a pris beaucoup d'albums de photos. Or parmi ces albums de photos, il y a beaucoup de photos de sa propre famille, donc de son père en particulier. Donc vous voyez ici le Grégoire Sturza avec son frère, le frère de ma grand-mère. Et le monde qui est là, par exemple, il y a beaucoup de chiens. Vous voyez ? Ça, c'est le monde des Sturza en France, parce que la branche de ma grand-mère habitait en France. Et c'est un monde aristocratique, un peu, enfin moi, c'est vrai, c'est assez charmant comme ça, c'est un peu proustien, il y a des chevaux partout, des chiens, des gens qui sont toujours à la plage, on a l'impression qu'ils ont, comment dirais-je, ils ont des voilà, vous voyez par exemple celle-là, elle s'appelle Le Départ et elle date de 1914, vous voyez, elle est un peu décalée quand même par rapport à ce qui se passe en 1914. Donc c'est un monde qui a effectivement qui a une certaine façon de vivre. Et ma grand-mère, quand elle écrit, le dit avec une certaine distance. Et à la fois, elle estime beaucoup son père, qu'elle trouve un homme qui vit un dernier prince, justement, au sens... mais en même temps, elle voit bien combien ils sont un peu décalés et combien leur inconscience va faire qu'ils ne voient rien changer, rien venir. Et là, je ne fais que répéter ma propre grand-mère. Néanmoins, quand elle prend ses affaires, je dois vous dire, je suis un peu étonnée parce qu'il y a beaucoup de photos de son père et pas tellement de son mari. Il y en a, bien sûr, il y en a. Et elle écrit sur son mari des paroles très, très touchantes. Georges et Hélène ont tous deux connu les camps. Georges fut enfermé et tué à Siguet. Hélène a été déplacée dans plusieurs camps, mais elle a survécu et a pu rentrer en France, malade, affaiblie mais vivante. Mon grand-père a été torturé et assassiné un jour de mai 1953. Et depuis, il a marqué notre histoire par son ombre. Peu de photos. Aucun objet, aucun écrit personnel, sinon quelques lettres à ma mère que j'ai découvertes dans ses affaires il y a 8 ans et dont ma mère ne m'avait jamais parlé de son vivant. Maria était beaucoup plus... a fait tout un travail justement elle a beaucoup écrit, d'abord elle a fait un gros travail à Siguet pour quand même, elle a beaucoup participé pour la fondation à Siguet, non? Elle a écrit aussi sur la mémoire de son père, enfin en essayant justement de chercher comment il avait été tué. Elle a fait tout un travail par rapport à ça. Maman, non. Elle était la présidente de la filiale française de Siguet. Je sais. Maman, non. Maman va aller à Siguet. Maman ne va pas lire le livre de sa sœur. Pour elle, c'est insupportable. Elle me l'a dit, elle l'a refusé, c'était pas possible. Donc, si vous voulez, voilà, je vous parlais tout à l'heure de la difficulté, hein, voilà. Voilà, maman a 60 ans à peu près quand elle arrive en Roumanie, après donc la chute du mur. Elle a la possibilité, elle a arrêté de travailler parce que voilà, elle a 60 ans. Et elle va passer la moitié de sa vie en Roumanie. Elle s'installe, la moitié de sa vie là-bas. Et elle va mettre tout en œuvre pour réhabiliter la mémoire des Bratiano en s'appuyant beaucoup sur les médias. Elle a également ressuscité une association créée par sa grande-tante Sabine Cantacuzène, née Bratiano. Quand elle parlait de son père, elle me disait qu'il était extraordinaire, qu'il ne criait jamais, qu'il leur racontait l'histoire avec un grand H le soir comme des contes pour les enfants, que le couple de ses parents était parfait, complémentaire, harmonieux. Or, en lisant les écrits de ma grand-mère,
j'ai découvert une réalité différente. Et également en écoutant mon père, car quand ma grand-mère est arrivée, elle est allée habiter chez mes parents, et mon père m'a raconté tout à fait autre chose. Et ma grand-mère, en fait, c'est assez bizarre, excusez-moi, mais comme je parle de la mémoire de Georges Bratiano, je vais parler un tout petit peu de ça aussi. Ma grand-mère s'est beaucoup plainte de ses relations amoureuses avec son mari. Non pas parce qu'elle se serait disputée, mais en disant qu'il n'y avait aucune relation amoureuse, qu'il y avait des relations d'estime, d'amitié très fortes, mais pas d'amour. C'est allé même assez loin dans la description. Pourtant, je me suis demandé ce qui s'est passé, parce qu'il me semble que quand on revient d'un exil, qu'on a des enfants qu'on n'a pas vus depuis 10 ans, que son mari est mort, qu'elle sait et qu'elle a beaucoup pleuré, pourquoi aller dire à ses enfants que tout ça, je trouve ça étrange. D'autre part, elle n'a rien emporté de son mari, sinon, alors quelques photos quand même bien sûr, et des chandeliers. Alors, il faut que je vous dise des chandeliers. Les chandeliers que ma grand-mère a ramenés sont les chandeliers qui auraient été donnés par Hitler à mon grand-père. Vous voyez l'ambiance. Mon père était un journaliste au Monde. Quand il y avait des gens qui venaient pour son travail à la maison, ma mère mettait les chandeliers au milieu de la table et mettait l'ambiance en disant voilà les chandeliers que le chancelier a offerts à mon père. Alors, vous voyez, ça mettait tout de suite. Bon, comme maman était en fait une femme, comment dirais-je, à qui on ne pouvait pas se fâcher, en fait, souvent ça se finissait, elle expliquait, les gens riaient, elle parlait de son histoire, etc. Mais évidemment, il y avait une petite part de provocation. Pour vous imaginer, dans les années 60, les intellectuels du monde étaient plutôt à gauche. Hein. C'était pas très très bien vu, quoi. Je suis contente parce que les chandeliers ont été volés. Ne croyez pas que dans ces questions sur ma grand-mère, j'émette un jugement. Ni sur maman d'ailleurs. J'en suis incapable. Les écrits de ma grand-mère sont très touchants. Arrivée en France, elle a été accueillie par ses enfants, devenue bien plus française qu'elle-même. Elle a réalisé qu'elle perdait la dernière chose qui lui restait, son nom. Bratiano ou Sturza ne disent rien aux Français. Le monde moderne était en marche. La rupture avec l'Europe orientale semblait ici aller de soi. Ma grand-mère est morte quand j'avais 7 ans. Je cherche seulement à comprendre ce qui me reste aujourd'hui de cette histoire. Je dirais tout et rien. En un sens, la rupture a été consommée. Je suis irrémédiablement française. Mon cousin est irrémédiablement américain. En un autre sens, je sens que ce Lionel américain, puisque le fils du frère de maman s'appelle Lionel aussi, pour faciliter les choses, qu'il transmet à ses enfants l'histoire de leurs ancêtres, et moi, je fais de mon mieux. Et je vais parler maintenant alors d'une autre période, un autre héritage. C'est celui tout à fait concret, puisque depuis 2009, j'ai repris les affaires roumaines de ma mère en cours. C'est-à-dire des procès infinis pour la restitution d'une maison et pour des escroqueries dont maman fut victime et qui me conduisent en Roumanie plusieurs fois par an. Après une phase d'accablement, je dois vous avouer, j'ai pris conscience qu'à mon tour, j'avais un point de vue unique sur le pays de ma mère. Ces procès m'ont obligé à découvrir de nombreuses facettes de la société moderne roumaine. Et j'ai rencontré beaucoup de gens, dont certains sont devenus des amis. Enfin, je me suis aussi découverte sous un autre angle, mon côté roumain. Pendant mes voyages à Bucarest, à Pitești, à Pașcani, j'ai recopié les mémoires de ma grand-mère et j'ai noté mes modestes aventures, ce qui a donné la forme d'un livre, appelé La mémoire des feuilles mortes, publié à Bucarest puis à Paris. Suite à des déboires dadaïstes avec ceux qui ont repris l'association de ma mère, j'ai fondé à Paris, l'année dernière, l'association culturelle Georges Bratiano. Le but est double, faire connaître l'œuvre de Georges Bratiano et développer des échanges artistiques entre la Roumanie et la France.
Donc, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est donc cette association qui est vraiment, je vous assure, très modeste. Ma trésorière peut en témoigner, ma fille également. Et également un livre. Bon, c'est déjà ça. Alors, l'héritage matériel, je vais vous en parler un peu. Je sais que c'est prosaïque, mais je pense que ça donne aussi, après tout, une façon de répondre, ou du moins de m'obliger à répondre à ce fameux devoir de transmission. Les restitutions sont une grande affaire roumaine, donc avoir des procès en Roumanie, c'est un peu devenir roumain, déjà. Il y a des milliers de dossiers qui s'accumulent, et les avocats savent faire, certaines familles s'enlisent, d'autres réussissent à merveille à tirer leur bien, et le passé prend la forme de dossiers considérables, aussi bien dans les archives des cadastres que dans celles de la Securitate. Pour ma part, j'ai commencé par reprendre en cours la restitution d'un très joli château dit Cantacuzène à Pașcani, avec un terrain de 7000 m². Il avait été acheté par Marie Mourouzi, et j'ai une photo de Georges Enfant à côté du portail. Je crois que c'est Georges. Mais ça, c'est un petit montage que j'ai trouvé dans un album. Donc ça, c'est le portail à Pașcani qui existe toujours. Et à côté, c'est le petit garçon. Ça, c'est une autre photo que j'ai prise de l'extérieur. Il y a une très jolie galerie couverte. Et on a fait un bal, en fait, parce que j'ai été châtelaine donc, pendant 1 an et demi. J'étais très contente. Donc j'ai organisé un bal avec des artistes. On a fait un grand truc. C'était un peu fou. Mais on s'est... Et je vais vous montrer, c'était assez joli. Les gens... vous voyez là par exemple, là, voilà, là on avait fait une exposition d'art contemporain dans le château. Et alors, ça c'est hyper joli, les jeunes filles de Pașcani, regardez, se sont déguisées pour le bal. C'est super mignon. Ça c'est mon cousin, Ștefan Sturza, qui est venu, voilà, et puis... Alors, ce château, depuis les années 50, accueillait le club des pionniers. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Pașcani. Pașcani, ça ressemble un petit peu à Sartrouville, vous voyez. C'est une ville des années 70 qui a été construite par Ceausescu. On a démoli le village, on a fait, vous savez, ces scandales, voilà. Alors, c'est pas si mal, sauf que c'est la banlieue, quoi. Je veux dire, c'est la banlieue au milieu des champs. Et au milieu de la banlieue, il y a les champs, il y a la banlieue, et au milieu, il y a le château. Le château est très joli, mais voilà. Je vais vous raconter un peu. Donc depuis les années 50, il a accueilli le club des pionniers, puis celui des enfants. C'est pourquoi tous les habitants de Pașcani y sont particulièrement attachés. À l'origine, la propriété comprenait une ferme, toujours existante, d'un pur style baroque, ainsi que plusieurs dizaines d'hectares. Pourquoi ma mère et sa sœur n'ont pu obtenir que le château et ce petit parc? J'aurais tendance à croire qu'un rapport du ministère de la Jeunesse, qui faisait état d'un devis d'1 million d'euros pour réparer ce manoir et qui mena ce même ministère à construire un peu plus loin un bâtiment flambant neuf pour les enfants, n'est pas étranger à la restitution du dit Konak. Donc nous avons trouvé un Konak avec un plafond, enfin le toit complètement démoli, des toilettes qui dataient des années 20, bref. Donc voici par une première expérience, et elle a été pimentée par une anecdote qui vous donnera une idée de la Roumanie et de moi. Excusez-moi de vous raconter quelque chose d'assez trivial, mais vous allez voir, c'est drôle. Maman a reçu peu de jours avant sa mort une lettre du maire qui annonçait que, du maire de Pașcani, qui annonçait que la mairie se proposait d'acheter ce Konak. Je suis très heureuse d'avoir pu lui dire que je prenais les choses en main. J'ai donc signé, force ce papier d'héritage, rencontré le maire, le directeur du club, etc. Mais personne ne m'a donné les clés. J'en ai parlé à un avocat qui suivait l'affaire depuis l'origine, et à chaque fois ses réponses étaient incompréhensibles. Il manquait un papier, mais personne ne voulait le faire, donc le dossier se promenait entre le cadastre, la mairie, le ministère, et d'infinis allers-retours. Mais quel papier? Alors les mois, les années ont passé, ma tante et moi nous avons payé nos taxes foncières, pas de clé, toujours pas de clé. Bon. Finalement, j'ai obtenu de l'avocat qu'il réunisse tout le monde un certain matin de juillet à Pașcani. Allez savoir pourquoi, c'est ce matin-là que mon avocat m'a laissé tomber, arguant que je ne sais pas pour quelle fâcherie, et je me suis donc rendue toute seule au rendez-vous.
Ils étaient une demi-douzaine. Ils m'ont demandé où était mon avocat, je leur ai dit qu'il venait de me laisser tomber et que je venais me débrouiller toute seule. Si quelqu'un pouvait avoir la gentillesse de m'expliquer ce maudit papier, je lui en serais reconnaissante. Et je vous assure que nous avons tous éclaté de rire. Ce n'était rien à l'hilarité qui m'a prise, par rapport à l'hilarité qui m'a prise quand j'ai compris de quoi retournait ce papier. Au fond du jardin, il y avait un squelette en métal, qui restait debout grâce à des ronces et des liserons. Il s'agissait d'une ancienne serre, dite la serre didactique. Serra didactica, vous voyez, c'est facile, même pour moi. Installée par le ministère dans les années 50. Ce bâtiment n'appartenait donc pas au Bracciano. Il fallait donc trouver une solution. Le déplacer était impossible, parce que sinon il allait s'effondrer, se rendre en poussière. Il nous fallait l'acheter. Ben, combien? J'ai demandé, j'étais un peu inquiète quand même, parce que je me suis dit là, étant donné la taille, il faisait comme 20 mètres de long, 20 mètres de ferraille. L'âge, la vétusté, il y a eu une expertise de fait. Elle a été discutée par personne. Je devais payer séance tenante 8 lei 25. C'est-à-dire 2 €. 3 ans pour comprendre ça. Elle se trouve près des Halles, une jolie vue, mais voilà, je n'ai plus de toit, parce que vous avez vu dans quel état elle est, et je n'ai pas, ça peut arriver, mais je n'ai pas de sol. Ça c'est plus rare. Alors, j'ai pas de sol. Là aussi, il y a des avocats qui m'ont essayé de m'expliquer. J'ai un peu compris, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que quand maman a vendu le terrain, la maison n'était pas encore sur le cadastre. Parce que je sais pas. Et brusquement, on a découvert que cette maison existait encore, qu'elle était antérieure à je ne sais pas quoi, donc elle avait appartenu au Bracciano, donc elle échouait au Bracciano. Mais pas le terrain qui avait déjà été vendu. Vous voyez ? Voilà. Donc ça reste en suspens là aussi. C'est compliqué. Alors, ça c'est une chose. Maintenant, je vais vous montrer quand même que je fais la une des journaux. C'est moi. Alors ça, c'est à Pitești. Alors, ça s'est passé quelques mois après la mort de maman, donc j'avais accepté l'héritage, etc. Et j'ai reçu un jour donc une convocation pour le tribunal de Pitești. Et quand j'en ai, enfin, ça a été un petit peu compliqué, un peu long, je vous raccourcis un peu, mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, ça je peux vous donner d'assurer, je me suis retrouvée sur la place de Pitești avec mon avocat qui m'a dit, écoutez, voilà, si ça se passe pas très bien, vous allez peut-être être obligé de payer 2 millions d'euros. C'était embêtant parce que j'avais aucun papier sur les histoires dont on m'accusait, je ne savais pas de quoi il retournait. Donc j'ai su au centre d'une escroquerie monumentale qui a lieu à Pitești, où en fait la famille Bracciano effectivement avait une exploitation agricole et à un moment donné il y a eu des restitutions de forêts. Et par un tour de passe-passe, on a rendu à maman ses forêts, mais pas exactement ses forêts. Voilà. Donc on a rendu des forêts qui font 32 hectares, elles devaient être à 20 km de Pitești, et il se trouve que ce que l'on a rendu à maman, mais maman était malade, elle faisait tout par procuration, par mandat, etc. Et donc on lui a rendu quelque chose dans la forêt de Trivale, donc c'est assez bien placé, qu'elle a vendu, au prix évidemment de Retești, et enfin de 20 km de plus loin, qu'elle n'a pas vendu très cher, et le monsieur qui lui a acheté le terrain, donc pour 80 000 euros, mettons, il a revendu le terrain 2 ans après, même pas 1 an et demi, pour 2 millions. Voilà. Donc, voilà, je vous la fais courte. Voilà, donc au milieu de cette place de Pitești, on me dit donc que je risque de payer 2 millions, et mon avocat essaye de m'expliquer gentiment que celui qui a un petit peu arrangé cette histoire assez désagréable me propose
gentiment un certain monsieur Ivanesco, qui a eu des rôles importants justement à la direction des affaires des forêts de la région de l'Argès, etc. Donc qui a fait un petit peu toute cette manigance et qui a bien gagné sa vie là-dessus. Il avait la gentillesse de me proposer de me payer l'avocat pour l'histoire, sachant que, évidemment, nos intérêts étaient les miens. Cette évidence, pour moi, n'était pas claire, donc je lui ai dit que je préférais être une dinde, puisque ça, je l'étais, une bécassine, mais une bécassine propre, et donc j'ai refusé la solution d'être payé par quelqu'un, et je paye mon propre avocat. Voilà, c'est plus simple. Hein, voilà. Alors, il y a une troisième affaire, excusez-moi, je vous parle de ça, mais je crois que vous devez à la fois être fatigué de ces histoires et en même temps, ça doit résonner en vous parce que vous devez en connaître. On a des histoires similaires. Voilà, voilà. Alors voilà, je voulais vous faire partager. Mais celle-là, la dernière, elle est, comment dirais-je, je ne sais pas si vous en avez une similaire. Celle-ci ne regarde pas une affaire d'argent, exactement, encore que. Cette maison me pose un peu un autre souci. Et là, elle rejoint l'histoire. Quand ma mère est revenue en 1990, elle a eu l'idée de redonner vie à une association créée par Sabine Cantacuzène-Bratignolles. Elle a repris exactement le nom, les statuts, elle a organisé des séminaires et elle a réclamé les biens initiaux pour cette association. En attendant, on lui a prêté un bureau de 9 mètres carrés dans un palais que vous l'avez peut-être vu à côté de la bibliothèque qui appartient à l'Académie roumaine. Enfin, il n'est pas de 9 mètres carrés, madame. Le palais, non, mais le bureau de ma mère, oui. Elle a eu un bureau personnel, elle n'a pas eu le bureau de Ion Bretiano. Elle l'a réclamé pendant 20 ans, elle ne l'a jamais eu. Et ça, je peux vous l'assurer. Hein. Elle a eu une petite succursale qui était à peu près grande comme des toilettes, qui était en bas de l'escalier. Donc maman passait sa vie dans les escaliers, ce qui fait qu'elle rencontrait à chaque fois les gens de l'administration en leur disant « Quand est-ce que je pourrais avoir le bureau de Ion Bratignolles ?» Elle ne l'a jamais eu. On lui a toujours donné des arguments très intéressants. Aujourd'hui, le bureau est utilisé pour donner des cours de yoga. Je ne vois pas pourquoi on a empêché maman d'avoir son bureau là, et pas... Enfin bref. Mais je vais aller plus loin encore, monsieur. Donc, je l'ai connu là dans ce bureau, et je ne sais pas si vous l'avez, puisque vous la connaissez, à part maman dans l'association, moi j'ai jamais vu personne. Enfin, il y avait qu'elle. D'ailleurs, quand elle a été malade, l'association n'a plus rien fait. Et quand elle est morte, encore moins. Juste avant sa mort, le dernier voyage qu'elle a fait en Roumanie, on lui a demandé d'enlever les affaires de ce fameux petit bureau pour que le château, enfin le palais, soit restauré. Il n'est toujours pas restauré. Mais maman a enlevé les choses qui étaient à l'intérieur. Et la seule chose qui avait de la valeur, c'était un ensemble de livres qui sont édités dans les années 20, je crois, qui était la correspondance de son grand-père, la correspondance politique, reliée, etc. Et maman tenait à ces livres, bien sûr, et elle les a rangés chez une amie. Quand maman, juste après sa mort, un nouveau président m'a appelé et m'a demandé les livres. Comme l'association n'avait plus de siège, plus d'activité, plus rien, j'ai d'abord cru à une blague. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone de la dame qui hébergeait les livres. Elle a elle-même 90 ans et elle est également malade. Poumsi, parce que comme en roumain, maman m'appelait Poumsi. Donc en Roumanie, je suis connue sous ce nom-là, quelquefois. Des hommes ont voulu forcer ma porte et m'ont menacé à cause des livres de ta mère. Qu'est-ce que je fais? Alors je suis repartie pour la Roumanie, je suis partie à Bucarest et j'ai fini par rencontrer ce nouveau président, un homme de 93 ans, ancien procureur. Il m'a reçu chez lui, il m'a raconté son passé libéral sous les œuvres complètes de Marx et de Engels.
Pourquoi maman l'avait-elle accepté dans l'association? Parce qu'il faisait moins partie de l'association, c'est vrai. Je ne le saurais jamais. Après un échange très intéressant du style « Mais monsieur, qui vous a élu? Les membres de l'association. Et qui sont-ils? Où sont-ils? Je ne sais pas, beaucoup sont morts. » J'ai appris ainsi que le palais donc, de l'association de Sabine Cantacuzène, etc., était restitué. Juste après la mort de ma mère. Alors nous sommes partis presque réconciliés, je lui ai dit que j'étais prête à l'aider, que je lui rendrais les livres quand il y aurait un bureau un peu protégé, il n'y avait pas de problème. Et 2 semaines après, quand j'étais à Paris, la police roumaine m'a téléphoné pour m'accuser de vol, puisqu'il y avait eu une plainte contre moi. Voilà. Donc, excusez-moi, je suis un petit peu longue, mais je tiens quand même, pardonnez-moi, je vais quand même vous aller jusqu'au bout, parce que là, on rejoint quelque chose de, quand même, qui me semble important. Dans ce palais, j'ai eu interdiction d'entrée. Au départ, c'est parce que le ministère de la Défense, de l'armée, pardon, qui avait le château pendant toutes les années communistes, il y avait un vigile et il me disait « Je ne peux pas vous faire rentrer, il faut que vous ayez l'autorisation du président ». Visiblement, nos relations étaient, vous l'avez compris, extrêmement tendues. Il m'a dit, il y a donc d'une part le président de l'association, ou bien le général machin. Et le général machin, je ne savais pas trop comment le joindre. Et il me dit, mais quand même, ça fait maintenant quelques mois que c'est restitué, pourquoi vous ne le rendez pas? Et le vigile me dit, vous comprenez, c'est normal, le ministère des Armées a du mal, il ne sait pas quoi faire avec ses réserves de sang. Donc là, je me dis, j'ai l'air de la française encore tellement stupide que on me fait le coup de Dracula. Et donc, j'ai dit oui, poliment, et voilà. Les choses se sont beaucoup envenimées. J'ai demandé à ce que l'on... J'ai même aussi trouvé un avocat à Bucarest pour essayer de trouver un terme conciliant avec cette association. J'ai essayé de rentrer, j'ai proposé de payer mon adhésion, je ne sais pas, de les aider à faire un petit dossier, que cette maison était énorme, qu'elle était peut-être pas très bon état, il faudrait peut-être trouver des subventions, que j'étais prête à agir. Maman avait passé 20 ans de sa vie à penser ça, donc je me suis dit, ben, ça vaut peut-être le coup de faire ça ensemble. Plus j'ai essayé, moins je suis acceptée, ça a fini... bref, un jour je me retrouve devant la maison, des jeunes architectes vont pour rentrer, pour l'aménager, pour faire un café. Et là, les jeunes architectes me disent « Ah, mais qui vous êtes ?» Et je leur dis, et ils me disent « Ah, c'est formidable, rentrez. On va vous montrer la maison. » Et ils me font visiter d'abord le sous-sol. Alors le sous-sol, voilà, ça c'est une photo que vous ne voyez pas, mais il y a des cuves comme ça. Vous voyez, j'ai pris ça avec mon téléphone, j'ai été un peu prise. Il y a des cuves et des tuyaux. Vous voyez, il y a une espèce de cuve comme ça, avec des tuyaux de gaz qui arrivent. Voilà. Et dans ces cuves avec des gaz, on a brûlé des corps. Premier étage, il y a des paillasses, ça fait un peu film d'horreur, vous savez, un peu avec le robinet qui coule, etc. Et là, on me dit, il y a des expériences, je l'ai su par des gens, m'ont dit, il y a eu des expériences sur les animaux, donc il y a des paillasses scientifiques, attendez, on est à côté de l'ambassade du Vietnam, on est Kalea Rossetti, c'est central, hein, je veux dire, hein, c'est pas... Voilà. Donc là, je dis, bah oui, on a brûlé les corps des animaux. Bon. Probablement que c'est ce qui s'est passé pendant plusieurs années, c'est vrai, mais, moi je dis, effectivement, c'est la rumeur, etc. Et un jeune architecte me dit, venez voir. Et là, il me montre une pièce, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, qui a été coupée au premier étage. Je vais vous montrer une autre photo, peut-être on voit un peu mieux, voilà.
En fait, cette pièce, elle fait 1,30 m de haut. Elle a été coupée dans le sens de la hauteur. Vous imaginez bien qu'un hôtel particulier, comme je vous l'ai montré au départ, n'a pas de pièce à l'origine de hauteur de 1,30 m. Et là, le jeune architecte me dit, Madame, ça, c'est pas pour les animaux. Donc, j'avoue que, voilà, vous parlez de... Après, je suis montée au grenier, là, il y avait des cages, bon, voilà, mais enfin, c'était plutôt pour les bêtes, ça. Donc voilà, donc l'héritage Bracciano, vous voyez, il est pas toujours facile. Actuellement, il y a un café au rez-de-chaussée. Voilà. L'avocat que j'avais pris lorsqu'il a su que le président du Sénat faisait partie des membres de l'association m'a dit qu'il ne pouvait pas continuer parce que il avait été son élève à la faculté de droit. Et je lui dis, mais moi j'attaque personne, je veux juste comprendre. Donc voilà, donc pour l'instant je suis un petit peu bloquée, voilà. Et bon, la dernière fois que je suis allée à Bucarest, figurez-vous que je commençais un peu à traîner la patte, vous voyez, entre le tribunal machin, la maison truc, voilà. Vraiment, j'avais pas envie d'y aller. Et là, dans le bus, parce que j'en ai marre aussi des taxis, je prends le bus. Et là, bon, je prends le bus à la gare, de l'aéroport, pardon, et là, juste devant la place de la presse libre, il y a des contrôleurs qui montent, et il y a 2 jeunes contrôleurs, et tiens, je me dis, c'est drôle, ils sont montés là aussi la dernière fois, et cette fois j'étais bien en ordre, j'avais acheté mon ticket et je l'avais bien composté. Donc j'étais contente parce que la dernière fois j'avais eu une amende, voilà. Et à côté de moi, il y a une jeune femme avec sa fille qui regarde les contrôleurs avec ironie. Et les 2 étudiants anglais qui étaient à côté de moi et qui étaient debout comme ça, il se trouve qu'ils n'avaient pas aussi composté leur ticket. Et donc, amende. Et là, dans le bus de Bucarest, la rumeur. Les gens commencent à dire « Ah, gna, gna. » Et je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, la voisine, la jeune maman, se dresse et dit « Moi, je prends ce bus tous les jours et je vois votre cirque. Vous attrapez les touristes qui en toute bonne foi ont acheté leur billet, mais qui n'ont pas vu la machine à composter, et vous en profitez pour arrondir vos fins de mois. » Je comprends ça du roumain. Alors les jeunes contrôleurs disent « Mais non, non, c'est normal, c'est la règle, il faut composter. » Non, non, tu dois leur expliquer. Alors tu crois qu'en Allemagne ou en Amérique, on t'explique, mais tu payes et c'est tout, et pendant ce temps, le contrôleur tenait le billet au bout des mains. Ah bon? Et la jeune fille, la jeune maman, a arraché les billets du contrôleur et l'a composté en lui disant « Et che faccio? Qu'est-ce que tu fais maintenant, hein ?» Eh bien, le bus a applaudi et les contrôleurs sont partis penauds. Eh bien, vous voyez, cette histoire, elle m'a redonné le moral. Je ne crois pas qu'en France, elle pourrait encore avoir lieu. La force d'être soumis à la sécurité, à tout va, on nous a fait perdre un peu le sens de la liberté. Et en Roumanie, le goût de la liberté, il est encore frais. Oui, il y a des manigances, oui, il y a des injustices, mais il y a aussi cette fraîcheur, il y a cette énergie qui est indispensable à l'Europe. Et l'Europe, elle représente la liberté pour des millions de gens dans le monde. Elle est bien imparfaite, mais elle réussit depuis plusieurs décennies à installer parmi ses membres une organisation de la paix fédérative et pérenne. Aujourd'hui, les routes de nouveau sont ouvertes entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Et le devoir de mémoire que je m'assigne est ma modeste pierre à cette construction en cours, une grande Europe qui va de Brest à Bucarest. Voilà. C'est quelque chose qui nous va droit au cœur. C'est un témoignage sans farde sur la réalité roumaine pendant un siècle. Parce qu'on passe en revue une période extrêmement longue. Je suis un peu plus réservé sur le message de grand espoir de la dernière phrase, qui,
si on regarde la réalité roumaine de plus près, ne correspondent, chère Marie-Hélène, à la réalité. Mais c'est bien, c'est vrai qu'il y a dû avoir cette espèce de courage de cette personne qui voyageait dans l'autobus et qui a fait ce geste. C'est tout à fait remarquable et il y a un désir de sortir de l'état où la Roumanie se trouve. Mais quand on regarde ce qui s'est passé le début de l'année, quand plus d'un demi-million d'hommes sont sortis dans la rue pour protester contre la situation existante en Roumanie, et quand on voit où cette situation est aujourd'hui, avec tous les manigances du ministre de la Justice et j'en passe, on reste bien, comment dirais-je, pas optimiste. Une phrase sur les grandes qualités de Georges Brătianu, qui était, comme on l'a souligné, un très grand historien, surtout l'histoire de la mer Noire qui a formé la base de sa thèse et puis de ses cours, etc. C'est une contribution essentielle à l'histoire européenne et mondiale. Et je voudrais dire quelque chose surtout sur la vision qu'il a su avoir, parce que tu as évoqué un épisode où manifestement il était en opposition avec le ministre des Affaires étrangères de l'époque. Je ne sais pas si c'est pas Tatarescu. Non, non, c'était pas... C'était Titulescu, bien sûr. Alors, la manière dont Titulescu traitait les affaires et de la manière dont il voyait les relations en faisant confiance, plus ou moins, à l'Union soviétique, et la claire vision de Georges Brătianu doivent être probablement regardés de plus près. Tu disais qu'il n'y a pas beaucoup de documents qui existent. Tu as cité un mémoire qu'il a fait. Espérons que les historiens trouveront des preuves pour voir un peu quelle était la situation et peut-être sortir de ceux qui pèsent lourdement pour trouver la vérité, cette attitude de political correctness, de l'attitude du political correct qui empêche l'histoire d'être vraiment dans la plénitude de ses responsabilités, qui c'est la vérité de ce qui a existé, d'une manière claire et sans faute. Iona Brătianu, avec laquelle j'ai très bien travaillé. Elle était un peu souffrante, mais on ne pouvait pas soupçonner ce qu'elle aura par la suite, c'est-à-dire qu'elle se fatiguait très vite. Mais on s'est très bien entendu. Ensuite, en Roumanie, de nouveau, on avait des intérêts communs. Moi, je suis le descendant de Madame Brătianu la seconde. Elise Știrbei est la sœur de ma grand-mère, et c'est elle qui a élevé ma mère. Elle avait un père, mais tout enfant a besoin d'une mère. Qui était sa marraine. Alors, en fait, c'est moi l'héritier de ce que vous décrivez comme le palais, mais pas de la portion qui a été, a été léguée à l'Académie et où il y a la fondation Ionel Brătianu. Elle s'est toujours mal entourée. Elle a toujours été entourée par des gens qui lui faisaient la cour. C'est une chose qui arrive. Et elle a, comment dire, c'est une histoire qui arrive à beaucoup de gens de bonne foi qui ne savent pas qu'est-ce que sont les manœuvres et les capacités des communistes à s'infiltrer et à faire la zizanie pour mettre la main sur les centres de décision.
C'est arrivé avec tout, avec le Parti libéral, avec le Parti socialiste et maintenant avec le Parti paysan qui a été plus difficile à contrôler, mais ils ont fait la même chose. Ils sont en train de le faire même avec l'association des anciens détenus politiques. C'est vous qui avez été détenu à 14 ans C'est parce ça, que vous c'est étiez ça. allé voir un film américain ou Non, quelque non, chose non, comme ça? non, non, non. On a collé des affiches monarchiques. D'accord. Et les fêtes étaient faites quelques années auparavant. 14 ans, vous avez... On m'a attrapé plus tard. D'accord. Je ne suis pas seul. Vous connaissez Mihail Stouza, Bien qui est sûr, posé c'est lui qui m'a lui, dit ça. etc. Bon. Il avait lui-même 18 ou 19 ans. Exact, c'est exact. Il avait presque 18 ans. Je veux vous raconter une petite anecdote que Yona m'a racontée en rigolant et mettre en évidence comment la société roumaine évolue. Elle habitait le boulevard Aviatorilor, quelque part, pas loin du Premier ministre Adrian Năstase. Et à un certain moment, elle me raconte, écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis un certain temps, les deux enfants du Premier viennent et frappent à ma porte tout le temps, sous différents prétextes. Et après un certain temps, je me suis dit, mais que se passe-t-il? Alors, je leur pose la question. Alors la réponse était, c'est maman qui nous envoie pour apprendre les bonnes manières. Donc voilà l'histoire de la manière dont évolue la société humaine. Alors je ne sais pas si tenir la fourchette et le couteau a pu être transmis aux enfants dans ce stade de manière convenable, mais je doute que cette nouvelle génération qui est celle des anciens responsables de l'époque communiste ait pu recevoir également une vision qui ne soit pas une vision qui a dominé l'époque communiste. La sœur du duc assassiné, elle promenait en allemand ou en français les enfants des potentats communistes. Dăianu, qui a été ministre des Finances, a été, quand il avait 4-5 ans, il apprenait déjà le français, l'anglais et l'espagnol. Et il était promené par une personne que je connais bien. C'était des promenades, de conversation en langue étrangère. Je voudrais encore témoigner d'une chose. Votre maman était une personne extrêmement courageuse. Ce n'est pas à vous de le dire, peut-être par modestie. Moi, je l'ai vue malade. Elle s'est conduite avec un stoïcisme et d'une élégance extraordinaire. Elle savait où elle va et que ça va venir vite, mais elle crânait, elle était aimable et essayait d'être amusante. Est-ce que vous avez des informations sur la mort de votre grand-père à Sziget? En fait, j'ai celle de... C'est ça. Non, alors, Parce alors que... je vais vous donner répondre. Enfin, en fait, j'ai les réponses que Maria a trouvées à travers l'enquête qu'elle a menée, puisqu'elle elle a fait un petit livre où elle a... Oui, je sais. Alors... Mais je voulais vous demander à vous non, aussi. Non, alors la seule chose que je peux vous dire, c'est que en fait... alors je vais vous dire un truc qui est complètement décalé, mais en même temps, bon, j'ai vu un documentaire éthiopien. Éthiopien. Ah. Sur une prison qui s'appelait aussi la prison des ministres. C'était une prison où on a liquidé, ce que je vous raconte, ça aurait pu être dans n'importe quel pays communiste. Pays, mais pas forcément communiste, moi je dirais dans un pays dictatorial très fort. Il y avait des systèmes de détention. Vous savez, les êtres humains, ils n'ont pas tellement d'imagination. Alors, par exemple, bon, ce que dit Maria sur les non, mais pour en ce qui concerne les horreurs, elle est sans marge. Ben, par exemple, là, sur ce que dit Maria, sur le fait qu'on n'a pas pu très bien savoir parce que les gens étaient déplacés d'une cellule à l'autre, parce qu'ils arrivaient à trouver des moyens de s'entendre avec des tuyaux et de faire, etc. Comme les gens, on les changeait dans la nuit, du coup, on ne sait pas, puisqu'on ne sait pas qui était dans cette cellule-là au moment où la personne disparaissait.
quand les autres détenus venaient nettoyer la cellule, bon, enfin, on ne va pas rentrer dans des détails sordides, mais ben, ils ne savaient pas de qui était le sang et le reste qui était là. Donc, moi, je ne sais pas, et je ne sais pas si un jour on pourra savoir, si vous avez quelqu'un de votre famille aussi mort à mon Siguet. père. Ben ouais, donc... Il a été à Siguet et il m'a vaguement parlé de la mort de votre oui, père. Et alors, mais on l'a battu jusqu'au jour de sa presque. Est-ce qu'il a été soumis à une sorte d'interrogatoire qui a causé sa mort? Madame, il n'y avait pas d'interrogatoire dans les prisons d'exécution de la peine. Non. Mon père a été interrogé mais à Siguet. Pas à Siguet. Alors il mentait? Il n'est pas sorti de Siguet, comment on te l'a dit. non, mais... J'ai connu des tas de gens qui ont été à Siguet Oui. et personne n'a été interrogé. Si, On les amenait de Siguet dans un autre endroit où il y avait la sécurité et ils étaient interrogés là-bas. Voilà, mais pas à Siguet. Pas dans la prison même. Non. Pas dans la... Mais ils étaient interrogés, ça j'en suis sûre et certaine. Non, mais moi je crois qu'on ne pourra jamais savoir si on l'a tapé trop fort le jour où il est mort, Voilà. ou s'il a eu une dysenterie, ou si il s'est coupé les veines, parce que Non, quelqu'un non, a non, aidé non. à faire. Parce que non, il ne pas parce que quelqu'un l'aurait. Mais on Personne. raconte qu'il serait suicidé. Non, même. non, Mais Voilà. ça, c'est des histoires malveillantes. Moi, je crois que non. Non, mais franchement, là je dois vous dire, là, je suis complètement d'accord avec maman, au sens où, à un moment donné, comment vous dire, vous savez que votre père a souffert, voilà, à la limite ce soit tel truc ou tel truc. Madame, Alors, il est alors, très affaibli et il est mort d'une dysenterie. Tant mieux. Il avait 55 ans, c'est ça? Oui, mais il était très affaibli. Il avait une dysenterie grave parce qu'il éliminait du sang dans ses fesses. Et on savait qu'on le battait parce qu'il criait. No, my dad's best. Qu'est-ce qu'on voulait lui faire signer? Voilà, c'est ça la question. On a voulu lui faire signer un papier que la Bessarabie n'est pas roumaine. Voilà, voilà. C'est ça, oui, il a eu un courage extraordinaire. C'est ça qui est une chose à faire. Mais je veux poser une question là-dessus, parce qu'on a essayé de faire la même chose, par exemple, avec le reste, le squelette de Manille. Or, la famille de Manille a demandé une expertise très claire et qu'ils se sont aperçus que le squelette qu'on voulait leur faire avaler comme le squelette Manille n'était pas le squelette Manille, parce qu'on a pu se rendre très bien compte qu'il y avait des... Ils ont carrément refusé. Marie-Hélène a dit que ce qu'on a mis à Florica, ce n'est pas le squelette de jeu. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Non, mais je m'excuse, je connais très bien la personne qui a fait ça. Ouais. Oni Bretianu a fait ça. C'est Oni Bretianu qui a obtenu du ministre de l'Intérieur la permission de prendre son père et son cousin Georges Bretianu de Siguet pour l'amener et les enterrer à Florica. Ça s'est passé une quinzaine d'années avant la chute de Ceausescu. Tu n'étais peut-être pas là où tu étais sorti quand Marie-Hélène a dit que le squelette qu'on a enterré à Florica n'est pas celui de Georges Bretianu. C'est ça ma question. Exactement, mais la réaction de la famille a été complètement différente. Pourquoi? Parce qu'Oni Bretianu a dit que ce soit oui ou non, mon père et mon cousin, ce sont deux chrétiens qui sont morts martyrisés là-bas. Ça peut être une réponse. Oui. Ça peut être une... Mais c'était ça la réponse où je vous mets, il y a C'est une très différence par rapport à l'attitude de Boyle par rapport à Manu. C'est très difficile de reconnaître un squelette après tant d'années de repos dans une fosse commune. Ça, je ne connais pas. Sauf s'il y a des signes particuliers, une fracture Oui. d'un coude. C'est les dents, les bras, c'est... Ma mère, en tout cas, me disait qu'il y avait beaucoup de moments de
de la cérémonie pour enterrer donc les restes dits de Georges Bratiano. Il y avait, c'était pendant la période Ceausescu, il y avait à peu près un policier par personne présente. Bon, vous revoyez votre père en squelette parce qu'ils ont ouvert le cercueil. Non, il n'y avait pas de cercueil, on les mettait dans la la main. Non, je vous dis, au moment où il a été mis à Florica, ils avaient mis dans la chapelle, il y a eu une cérémonie et on avait mis les restes qu'on leur avait donnés dans un cercueil. Et donc, ils ont bien vu que c'était pas Georges Bratiano parce que c'était un homme petit. C'est pas la peine d'avoir fait. Georges Bratiano était petit. Non, Georges Bratiano était très grand. Non, Georges, écoutez, regardez les photos avec son père. Il vient ici jusqu'à son père. Il arrive jusqu'ici. Non, Non, Georges Bratiano est grand. Très grand. Très grand. Il faisait. Mais on a montré les photos. La photo, il était militaire, on voyait bien. Il était très très grand. D'après ce que je crois savoir, il avait plus de 2 mètres. Enfin, c'est tout ça n'a pas. de 2 mètres. Comment vous dire Je pense que. Vous voyez la différence, c'est que. Moi, je n'ai pas le traumatisme que vous avez. Et donc, c'est vrai que je dois dire que maman, en plus, a fait avec moi un travail comment dirais-je, de défense, au sens où elle m'a protégée quelque part. Au sens où elle... Vous voyez, je pense que quand on a vécu dans un pays comme la Roumanie, quand on a vécu ce que vous dites, quand c'est votre propre père, par exemple, bon, la question, voilà. Alors, mais comment? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez? Et moi, j'ai envie de dire tout de suite, ben, est-ce qu'on le saura? Est-ce que peut-être jamais? Mais peut-être qu'il faut essayer d'aller, peut-être essayer de voir justement ce qui reste. Vous voyez, l'héritage, justement, même si je sais que cette blessure... Vous voyez, j'ai commencé... Quand j'ai écrit, j'ai retourné dans tous les sens, et ben j'ai commencé par là, pourtant. Hein. J'ai dit, c'est ça la première chose qui reste, c'est cette blessure. Et maman, elle m'a dit, justement, elle voulait pas s'apesantir là-dessus, parce qu'elle s'est dit, si je m'apesantis là-dessus, je vais pas retourner en Roumanie, je vais les détester, ce qui a été un... Mais quand je vais dire que Maria, c'est un peu son cas, j'exagère. Maria, elle avait plein de Roumains à la maison, elle était... Voilà. Mais pour elle, aller en Roumanie, je me rappelle quand je la croisais à Bucarest, je l'ai croisée 1 ou 2 fois, elle me disait, vous voyez, quelqu'un disait, celui-là c'est un Seguritate, celui-là c'est un communiste. Elle ne faisait confiance à personne. Maman, c'est vrai, elle a fait confiance, si j'ose dire presque, à contrario, à tout le monde. On peut dire que c'est peut-être maladroit. Il n'empêche qu'elle a fait des choses. Finalement. Elle le savait. Moi, je peux vous dire, elle en a souffert, et je ne veux pas passer... Je vous ai parlé de tout ça parce que je sais que vous avez partagé aussi des choses comme ça, et on n'est pas là dans un truc... Mais elle a fait des choses. Et là-bas, finalement, le jour de sa mort, il y avait un nombre de gens, mais incroyable, et il y avait évidemment des gens qui se montraient, mais il y avait des gens qui avaient un vrai chagrin, qui avaient une vraie... Vous voyez? Et c'est ça l'important. C'est ça. Et si on est toujours dans la blessure ouverte, on ne peut plus marcher. Moi, je ne crois pas que la blessure ouverte peut être guérie ni par l'amnésie, ni par... la réalité occultée ou cachée. Oui. Ça veut dire, pour ne pas être un peu plus dur, ni par le mensonge. La vraie guérison exige une totale honnêteté et la vérité. On ne peut pas guérir sans vérité. Et la vérité n'existe pas. Et parfois, ceux qui essayent de dire on va en Roumanie pour faire, etc., on ferme un peu les yeux pour pouvoir avancer. Je me demande si ça, c'est un service à rendre. On ne peut pas avancer sans vérité. Oui, voilà. Je suis d'accord avec vous. Alors, c'est intéressant parce que là, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, par exemple, pour revenir à l'attitude de ma mère, elle n'a pas menti.
Elle n'a pas menti. Elle a Non, juste elle dit. était de... Elle a juste dit. Non, mais j'accuse pas, il y en a. Non, j'ai bien compris. Je voulais juste dire, vous avez dit vous-même, il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, là, eh bien, il faut quand même avancer, puisqu'il n'y a pas de solution pour avoir la vérité. Elle va peut-être se trouver, d'ailleurs. Oui. Peut-être qu'elle va se trouver. Il ne faut pas être absurde dans la recherche de faits insaisissables, comme c'est par exemple, qu'est-ce qui a produit sa mort, quelles sont les circonstances exactes, et où se trouve son corps. Ça, on va chercher pendant 100 ans. Parce que les témoins, c'était tous des gens âgés quand lui il est mort. Qui allez-vous encore Ah non, c'est pour ça que je vous dis tout de suite. interroger? En revanche, ce qu'on peut peut-être... vous voyez, c'est pour ça, par exemple, que quand j'ai trouvé ce petit fascicule avec le discours de mon grand-père au Parlement, ça m'a intéressé, parce que là, c'était vraiment un texte... la réalité, une vérité qu'on pouvait en tout cas réfléchir dessus, faire des études sur ce qui s'est passé à ce moment-là, etc. Est-ce que mon grand-père a été interrogé sur la Bessarabie? Est-ce que, peut-être, c'est possible. Je dirais qu'à la limite, forcément, on l'a éloigné de la on l'a tué, parce qu'il avait écrit, s'était engagé même pour défendre la Bessarabie, parce qu'il représentait, et puis tout simplement parce que les Bratianos représentaient quelque chose qui ne pouvait que gêner, parce que c'était un... Bien sûr, il a été fois... assassiné. Voilà. Il a été assassiné. Lui, il a été assassiné par des Russes, oui, pas des Roumains. Par son opposition, justement, aux ententes. À propos de ce que vous avez, du discours que vous avez mentionné, à cette époque-là, on n'a pas parlé de cette chose-là. Titulescu était le ministre des Affaires étrangères qui avait négocié avec les Russes le possible passage des troupes des Russes par la Roumanie pour attaquer l'Allemagne par derrière. Ça, c'est la France qui nous l'a imposé. La France a imposé et nous avons cédé, alors que la Pologne n'a pas cédé. Moi, j'ai lu les mémoires du dernier ambassadeur de France à Varsovie, avant l'arrivée des Allemands. En ce moment, je n'ai pas son nom en mémoire. Et il publie les télégrammes. Il a reçu de Georges Bonnet, qui était le ministre des Affaires étrangères, un télégramme dans lequel il lui demande d'aller d'urgence voir le ministre des Affaires étrangères, le premier ministre polonais qui était le colonel Beck. Il lui a dit « Promettez-leur n'importe quoi, de toute façon on ne fera rien ». Est-ce que c'est possible de faire une politique aussi cynique? Mais ici, la grandeur de votre grand-père, hein. Non, parce que le discours auquel on fait référence au Parlement, sur ça qu'il met l'accent. Mais il ne savait pas que c'était... Non. Mais si, personne ne savait à l'époque que c'est les Français qui ont fait pression pour que nous laissions les Russes passer. Ça, c'est possible. Vous avez quand même une histoire familiale quand même compliquée, exceptionnelle bien sûr. Est-ce que disons ça vous a apporté plus fort un peu. Est-ce que ça vous a apporté un certain apaisement? Ah oui. Oui, parce que... alors, il est vrai, je dois avouer que le livre, pour ça j'étais touchée de faire quelque chose en particulier sur Georges Bratiano, parce que dans le livre, c'est surtout autour des femmes, c'est-à-dire ma mère, ma grand-mère et moi, si vous voulez. Mon grand-père, il est plutôt dans l'ombre, au sens... mais c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. Ah oui. Oui, je ne me suis même pas posé la question, c'était une nécessité, vous voyez, c'est le genre de truc, on se dit, tiens, voilà, on ne se demande pas quel médicament on va prendre, ça vous vient du temps. Mais, voilà. Mais vous avez connu votre grand-mère Hélène? Oui, un tout petit peu, mais j'étais toute petite. Hein. Mais je dois vous avouer que le livre a été, en fait, moi j'étais partie sur un projet très compliqué, je voulais faire un film, donc je voulais trouver de l'argent, des gens qui m'aidaient, etc., etc.
Et je me suis retrouvée à Bucarest. Alors d'abord, il y avait à l'époque un représentant à l'Institut français qui était un homme assez original. Et il m'a dit, bon, ça c'est drôle ce que vous racontez, là, je vais voir ce que je peux faire, vous allez déjà dîner à la maison à Bucarest. Et là, il m'a fait rencontrer une jeune femme qui s'appelle d'ailleurs Tatiana Nicolescu, qui est écrivain. Qui est écrivain, ouais, et qui est journaliste également. Elle travaille plutôt avec Le Monde Anglais, BBC, etc. Et elle a fait beaucoup de livres, témoignages d'événements roumains, comme par exemple ce qui a été l'origine du film de Manchou sur Au-delà des collines, Par-delà les collines, je ne sais pas si vous avez vu ça. Bref, Tatiana, je la rencontre à ce moment-là. Et moi, j'étais là en train de parler des projets, des machins, des budgets. Voilà. Et à un moment donné, elle me dit, gentiment, elle me dit, est-ce que tu écris? Alors je lui dis, ben ouais, un peu comme ça, je recopie les lettres de ma grand-mère et tout ça. Elle me dit, et toi, tu écris aussi? Et je dis, bah oui, un peu. Tu vois. Elle dit, et pourquoi tu fais pas un livre? Ça ne coûte rien. alors j'ai trouvé ça drôle. Et donc j'ai passé mon été à écrire. Voilà. Je pense que mes grands-parents, à un moment donné, alors je vais vous dire, c'est une spéculation, hein, n'ont pas été d'accord. C'est pas une histoire privée, d'intimité, etc. Mais je crois que Georges Bratiano s'est rapproché beaucoup avec Michel Ier pour faire que la Roumanie en 1943 se retourne vers les Alliés. Et pendant ce temps-là, Hélène Bratiano, dans ses textes, elle est toujours à célébrer l'armée allemande. Il y a, je pense, ma grand-mère en plus, après, quand elle s'est retrouvée en camp, avec ce qu'elle a vécu, etc., a probablement, disons, effectivement, elle, marquée de plus en plus vers une certaine, enfin c'est un peu bête de dire droite ou gauche, mais enfin, vous voyez, franchement, de dire, bon, droite, quoi. Et elle a peut-être pris une distance, et même peut-être une certaine méfiance, peut-être, je ne sais pas comment dire le mot, par rapport à mon grand-père, qui lui, à mon avis, a fait un chemin un peu inverse. C'est-à-dire d'un homme qui va être peut-être éduqué par sa mère, Marie Mourouzi, etc., en même temps fils Bratiano, et qui, en fait, va être de plus en plus Bratiano, en un sens. Et peut-être de plus en plus... prendre de plus en plus de distance, peut-être, avec les positions qui étaient peut-être des positions de... Enfin, je sais pas, j'arrive pas bien à m'éclairer. Par exemple, je vous ai montré des photos, et ces photos de chiens, de chasse à courre, etc. Quand ma grand-mère ramène ça, elle se rattache bien à une certaine tradition, qui est une tradition de l'aristocratie, je dirais, terrienne, traditionnelle, si vous voulez, qui avait un certain, il faut dire, une certaine charme, hein, une charme, de la classe, du courage, etc. Mais qui ne pense qu'à la chasse à courre, la chasse aux éléphants, enfin j'ai tout, hein, j'ai les livres sur les éléphants, les livres sur la chasse à courre, etc. Et pendant ce temps-là, mon grand-père, lui, il écrit sur l'histoire actuelle, il s'engage politiquement, etc. Ma mère, par exemple, m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi maman n'a jamais lu un livre de son mari. Donc il y a bien... Parce qu'elle l'a vécu. Pendant qu'il l'écrivait, il parlait avec elle de ce sujet. Moi je pense, oui, ce que vous dites est vrai, mais je pense que, en fait, la femme qui est revenue en France n'était plus tout à fait d'accord avec son mari. Mais elle n'était pas... Elle a raconté des histoires que... parce que, enfin, qu'elle ne s'entendait pas amoureusement, etc. Mais je pense qu'elle n'était pas d'accord avec son mari. Elle n'arrivait pas à le dire parce qu'elle avait beaucoup d'estime et qu'elle voyait bien qu'il avait souffert, etc. Mais elle n'était plus d'accord avec lui. Elle était partie, elle, dans une direction autre. Alors que mon grand-père était un homme, effectivement, pas de gauche, hein, il était mais un démocrate. Un démocrate, si vous voulez. Alors que ma grand-mère, elle a écrit quand même des textes comme quoi, ah là là, les Allemands bombardent, enfin, j'espère qu'ils vont y arriver, etc. Bon, elle est donc bien marquée, même en 1944.
Vous voyez, donc elle n'a pas du tout fait de chemin. Alors que mon grand-père, oui. Par rapport à Maria, par exemple, Maria, bon, puisqu'il y a aussi la question avec Hitler de l'antisémitisme, Maria, son premier amour était un grand professeur de philosophie juive en Suisse. Elle a demandé à son père, il était encore enfermé en 49, quelque chose comme ça, 48. Elle lui a écrit en disant « Papa, est-ce que je peux me fiancer avec un tel ?» Il est juif, et Georges Modiano a dit bah, « Si tu l'aimes, il n'y a pas de problème. » Donc, je ne sais pas, elle n'a jamais parlé de la réponse de sa mère. Donc, vous voyez, c'était deux chemins qui commençaient à se faire. Et quand ma grand-mère, ça je me rappelle, j'étais toute petite, mais quand ma grand-mère parlait de mon père, elle parlait de papa en lui disant « Vous qui êtes juif, communiste », elle ne pouvait pas dire hongrois parce qu'il était espagnol, mais c'était un espèce de paquet, si vous voulez. Il y avait le juif communiste hongrois. Voilà. Et papa en riait parce qu'en fait, mon père, il était anti-marxiste, il était pro-Ricardo et anti-marxiste, donc il ne se sentait absolument pas communiste. Et il n'était pas hongrois. Et pas du tout hongrois. Et voilà. Donc, et évidemment, il provoquait un peu ma grand-mère à un moment donné, mais voilà. Bon. Maman, par exemple, ce que je peux vous dire aussi, c'est que maman, elle a évolué quand elle est venue en Roumanie. C'est-à-dire que quand elle était en France, elle avait des positions... enfin, moi, par exemple, je vous avoue franchement, parce qu'on parle politique, en 81, j'ai voté Mitterrand. Et maman n'a pas parlé pendant 3 jours. Bon, alors... bon, et quand elle est allée en Roumanie, on a discuté, pas mal. Elle était... C'est vrai, elle était restée anticommuniste. En plus, elle a vu des choses qu'elle ne pouvait pas voir de France. Mais elle me disait, bon, mais je vois bien dans les petites gens, des gens qui sont en train de perdre des choses. Elle disait, bon, il y a l'école reste pas mal. Les gens avaient un logement. Elle en était consciente. Elle disait, mais pas pour dire que c'est bien, mais pour dire que la bataille n'est pas si facile, parce que c'était pas... Blanc et noir. Voilà, c'était... Voilà. Et elle en avait conscience, et donc elle était plus nuancée, pas pour dire que c'était bien, mais pour dire que pour faire avancer, il fallait peut-être voir comment faire les choses. Elle a été assez, à un moment donné, elle a serré la main à Iliescu, par exemple, ce que Maria lui a reproché, vous voyez, des choses comme ça. Mais... J'ai encore un petit cas à ajouter, parce que ça fait partie aussi des motifs pour lesquels il a été emprisonné, persécuté. Hitler n'a voulu voir que 2 Roumains. Les autres, il a catégoriquement refusé de rencontrer Codran. Les seuls 2 Roumains qu'il a voulu rencontrer, qu'il a invités, c'était votre grand-père et Goga, un poète transylvain. Pourquoi qu'est-ce que tu as parlé à Hitler? Pourquoi tu devais lui parler? Alors, Hitler a voulu le rencontrer à cause de sa vision de l'histoire. Parce que Hitler était un type qui ne lisait pas, mais il se faisait faire des résumés ou des synthèses sur les livres qui apparaissaient et qui portaient sur des sujets qui l'intéressaient. Et il avait lu des ouvrages réduits par ces spécialistes, écrits par votre grand-père. Et c'est pour ça qu'il a voulu le rencontrer. Ah bon? C'était strictement personnel, ça n'avait rien de politique. Bah, il a quand même eu une mission du roi, et d'autre part... Non, c'est pas du tout la même période. Ah bon, pardon. Non, lui, il n'a jamais été, votre grand-père, n'a jamais été pro-allemand. Il a fait partie du groupe des partis démocratiques qui étaient relativement opposés au régime Antonescu, qui n'était pas du tout fasciste, c'était une dictature militaire ordinaire. Ils ont essayé dès le début de convaincre Antonescu de ne pas dépasser le Dniestre, une fois la Bessarabie libérée, ne pas continuer.